moins. Bien, on est donc de retour. On parlait tout à l'heure du Maroc avant la pause avec cette nouvelle mobilisation pour dépénaliser le sexe hors mariage. Justement, Chris Ega, est-ce qu'on peut, dans le contexte contemporain, parler du droit à disposer librement de son sexe? Non, je crois que le droit de disposer librement de son sexe est un droit inné. C'est comme le droit à la vie. Je crois que Credo le dit tout à l'heure. On ne peut pas enlever, dissocier ce droit du droit à la vie, parce que lorsque vous êtes chez vous, dans une maison, dans votre cas, ce que vous faites de votre sexe, personne ne peut savoir. Ça veut dire que vous disposez de votre sexe comme vous l'entendez. C'est seulement ce que vous faites publiquement, peut-être. Mais on ne peut pas juger à partir de ce qui est fait publiquement. Parce qu'on l'a dit tout. Moi, je le disais tantôt, aujourd'hui, même dans l'église chrétienne, on se rend compte qu'il y a certaines valeurs qu'il faut dépasser. Aujourd'hui, les gens sont écartelés en ce qui concerne sur la discussion du fait qu'il faut tuer, par exemple, les homosexuels, est-ce qu'il faut ordonner les homosexuels, etc. Je crois que ce débat-là est même au niveau de l'église chrétienne. Aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce qu'il faut ordonner les femmes? Ça concerne l'église catholique. Est-ce qu'il faut... Donc, vous voyez que les organisations sont aujourd'hui face à des sujets de discussion qui sont si sérieux qu'ils sont obligés de réviser leurs dogmes dans certaines matières. Donc, cela veut dire que les mœurs évoluent et exigent aujourd'hui qu'on revoie les comportements qu'on n'avait pas le passé. Lorsque vous dites aujourd'hui, est-ce que c'est un droit, c'est un droit comme les autres droits? Je dis oui, parce que vous savez, ce qui vous appartient, vous avez le droit d'en user dans la mesure où que cela ne dérange pas celui qui est en face de vous. C'est ça qu'on appelle mœurs, de faire en sorte qu'il y ait une certaine éthique au niveau de l'usage de certains outils, de certains organes de l'homme. Mais du moment où je peux utiliser mon sexe, et dans une mesure où cela ne dérange pas quelqu'un d'autre, je crois que je peux y aller. Et puis on le dit aujourd'hui, quelle est la fonction du sexe? C'est sans doute deux fonctions. Il a la fonction de procréation, mais il a aussi la fonction de jouissance, en ce sens que le sexe permet, l'usage du sexe permet l'équilibre. Et puis je ne vous apprends rien lorsque je dis que la pratique du sexe, c'est la suite de la pratique de l'amour, c'est la fusion, c'est là où on pratique l'amour le mieux. C'est le moment où on est en phase, deux personnes sont en phase dans l'amour. Vous voyez, donc c'est un processus, c'est la fin du processus lorsque vous voulez jouir librement de votre sexe. Les gens croient que le sexe est seulement là pour la procréation, mais non, ça a aussi une fonction qui permet aux individus d'avoir leur équilibre. Équilibre psychique, équilibre mental. En même temps, on ne peut pas non plus interdit d'encadrer l'usage. Ben, personne ne refuse l'encadrement. C'est pour cela que je dis tout à l'heure que ce que je fais de ça à l'intérieur de 4 murs, cela ne concerne... Lorsque vous sortez à l'extérieur, ce que vous en faites, c'est là où la loi intervient, qui vous dit, vous devez l'utiliser de telle façon. Et je crois que cela ne concerne pas que le sexe, cela concerne tous les domaines qui sont en usage officiel. On vous dira, lorsque vous êtes à l'extérieur, même quand vous fumez aujourd'hui, il y a une loi au Togo aujourd'hui qui vous interdit de fumer en lieu public. En lieu public. Donc, je crois que c'est une loi qui est prise à un moment donné parce qu'on constate que lorsque vous fumez, ça gêne les gens. C'est comme on vous dira de ne pas vous mettre nu dans la rue. C'est vrai que lorsque vous vous mettez nu dans la rue, ça choque les gens. Donc, on vous dira de protéger votre nudité. C'est en ce sens-là que je dis, lorsque vous faites usage du sexe, de telle sorte que cela dérange, cela choque, alors là, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais ce que vous en faites dans les 4 murs et au Maroc, ça se fait dans les 4 murs. Ils ne peuvent pas nous dire que cette loi-là parvient à interdire, à fermer complètement la porte sur le sujet. Mais ça se fait. Nous, on a eu à rencontrer des Marocains à l'étranger. On sait ce qu'ils savent faire. Donc, même des gens qui sont des proches du roi, on sait de quelle façon. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que souvent, dans les pays arabes, on connaît très bien sur les fonctions du sexe. Et ce n'est pas nous qui leur avons appris. Ils apprennent par eux-mêmes. Voilà. Non, mais je voudrais, oui, c'est vrai, dans les pays
Arabes, ils ont l'art du sexe, mais également il y a leur alimentation qui favorise cette propension-là. Donc, essayer d'interdire cela pour dire que hors mariage, ce n'est pas bon, on tombe sous le coup de la loi pénale. Donc, je crois que c'est contribuer à l'aliénation. Alors, ça veut dire que plutôt que de pénaliser, on ferait mieux d'éduquer. D'encadrer. Non, mais oui, donc je crois qu'on doit faire dans la sensibilisation, dans l'éducation. Mais du moment où ce n'est pas fait dans le domaine public, donc il n'y a pas encore de délit qui soit constaté. Il n'y a pas encore de délit qui soit constaté. C'est lorsque c'est fait dans le domaine public, sur la place publique, et lorsque c'est abusé, on fait l'atteinte à la pudeur, donc on peut aller jusqu'à pénaliser. Maintenant, interdire aux gens de ne pas jouir de leur sexe parce qu'ils ne se sont pas encore mariés, donc je crois que c'est une loi assez dure. Là où c'est quand même un peu plus discriminatoire du côté du Maroc, c'est que par exemple, pour l'affaire qui datait de 2015, où on voyait cette jeune fille nue, la tête voilée, avec son partenaire. Le partenaire n'a pas été inquiété. Oui, voilà, vous voyez, c'est l'aspect hypocrite, c'est en ce sens que je parlais tout à l'heure d'une loi de phallus, c'est-à-dire que les hommes qui essaient d'embrigader les femmes, de leur mettre une camisole de force, poser une camisole de force sur, c'est de la même façon, il y a d'autres coutumes dans nos milieux, lorsque une femme atteint par exemple la maturité sexuelle, il faut l'exhiber avec ses seins à poil sur la place publique pour voir si elle est vraiment une cérémonie de maturité sexuelle. Et les hommes, eux, on ne leur impose pas cette maturité. Je me demande que si un jour où on demandait aux hommes aussi de venir se mettre sur la place du visage, on va voir ce qu'ils ont entre les jambes. Vous allez voir, est-ce que vous imaginez un peu quel spectacle cela peut être? Mais on soumet parfois les femmes à des cérémonies comme ça, dites des cérémonies de maturité, où les gens viennent constater la grosseur des seins de la femme. On va voir ce qu'elle a entre les jambes, si elle a beaucoup de poils. Ce sont des pratiques qui avilissent les femmes. Il faut qu'on le dise clairement. Chaque fois que la loi est faite par les hommes, c'est contre les intérêts de la femme. Et je considère que c'est de la même façon que cette loi-là dont on parle au Maroc n'est pas faite pour faire prospérer les femmes, mais plutôt pour les embrigader, faire en sorte qu'elles soient dominées par les hommes. C'est une société d'hommes, une société patriarcale qui exerce des droits qui vont contre les droits de la femme, et contre ces genres de choses-là, il faut s'élever. D'accord. Deuxième sujet, le Niger. On parle maintenant de politique là-bas, et pour évoquer le second tour de la présidentielle, Seyni Oumarou, c'est l'homme qui est arrivé en 3e position lors du premier tour de la présidentielle le 27 décembre dernier, donc qui se trouve en position de faiseur de roi. Il avait obtenu 8,95%. Eh bien, il a appelé à voter pour le candidat arrivé en tête, Bazoum Mohamed. Le Seyni Oumarou est du MNSD, donc qui appelle ses militants et militantes, ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que ceux de ses alliés, à sortir massivement le 21 février 2021 pour voter en faveur du candidat Mohamed Bazoum en vue d'une victoire éclatante. C'est dans un communiqué signé du parti de Seyni Oumarou. Normalement, il y a souvent dans la plupart des pays des accords, des clauses qui existent entre les candidats d'opposition qui demandent à se soutenir au second tour. Le Niger fait véritablement exception, puisque chaque fois qu'il y a deuxième tour, on voit des alliances qui se créent pour soutenir tel ou tel autre parti. Donc on peut clairement dire que le dauphin de Issoufou est bien parti avec ce soutien. Non, mais moi, je dis avec le soutien de taille de Seyni Oumarou, du troisième candidat, ou bien de celui qui est arrivé en 3e position lors du premier tour, M. Seyni Oumarou. Donc c'est un soutien de taille pour Mohamed Bazoum. Le PNDS aujourd'hui jubile. Parce que c'est vrai, même celui qui est arrivé en 2e position, l'ancien président Ousmane, aurait souhaité que Seyni puisse faire reporter, appeler à ce que les gens le votent. Mais on a vu M. Seyni, donc c'est quelqu'un qui a fait le système. Et la particularité de l'opposition nigérienne, c'est qu'ils sont tous des démembrés du parti au pouvoir. Et ils ont toujours, disons, ce cordon ombilical qui les lie. Donc là, généralement pour le second tour, c'est le jeu, non seulement des alliances, mais c'est le poids
électorale de tout un chacun contre des négociations. Donc, le troisième arrivé, donc, il a vu ses intérêts, il a fait tous ses calculs, il a appelé à voter Mohamed Bazoum. C'est vrai, donc Mohamed Bazoum, c'est le pion du président sortant. Et si on considère que le directeur de campagne même de Mohamed Bazoum, c'est le fils aîné du président sortant, donc avec ce soutien de taille, le deuxième candidat en lice pour le second tour aura beaucoup de problèmes. Du moment où c'est ce que les Nigériens attendaient depuis, disons, 72 heures, quand des micro-partis s'étaient déjà différenciés qui pour soutenir Bazoum, qui pour soutenir Ousmane. Mais avec, disons, la prononciation ou bien le choix de Séni, donc les carottes, je ne dirais pas, sont tellement cuites pour Ousmane, mais c'est que le jeu sera assez compliqué pour Ousmane. Parce que le candidat Oumarou Séni, lui aussi, il draine d'autres partis derrière lui. Et vous avez vu que pour le second tour, donc c'est pour le premier tour, pardon, c'est quelqu'un qui avait du poids. Et là où il passait, donc on pensait même qu'il allait devancer Maman Ousmane. Maman Ousmane. Et quand on voit le candidat Maman Ousmane, son soutien, le général Dibo, donc le général Dibo ne pèse pas tellement. Et quand vous interrogez l'opinion, disons, nigérienne, donc ce soutien ne saurait renverser la vapeur. Maman Ousmane aurait eu le soutien de Séni, qu'on dirait que le candidat Bazoum allait avoir du pain sur la planche. Maintenant, qu'est-ce que peut faire un certain Djibo aux côtés de Ousmane pour inquiéter le candidat Bazoum du moment où il est soutenu par Séni? Donc la tâche sera assez compliquée pour le second candidat pour le second tour. Alors je signale également que Maman Ousmane, il a le soutien du principal opposant, Ama Amadou, mais on reviendra sur ça tout à l'heure. Ce genre de ralliement, comme on le voit pour Séni Oumarou, qui appelle à voter pour Mohamed Bazoum, c'est pas, j'allais dire, c'est pas par altruisme, ça se négocie cher. Bien entendu, vous savez. Et je crois que Clé doit très bien planter le décor. Il a pratiquement fait un schéma qui nous permet de bien comprendre ce qui se passe au Niger en ce moment, qui n'est pas un événement, à mon sens. L'événement, c'est que les élections se sont passées, en tout cas dans leur premier tour, l'élection s'est passée sans agitation, sans grande tension. Je crois que ça, déjà, il faut féliciter les Nigériens qui, malgré le souci sécuritaire qu'ils ont pu faire le déplacement pour aller voter. Déjà, ça, c'est une félicitation qu'il faut leur adresser. Maintenant, en ce qui concerne les jeux d'alliance ou bien les jeux de ralliement, je crois que c'est ce qui arrive généralement. Séni Oumarou a fait ses calculs et il se dit que quand il apporte par exemple sa voix au deuxième qui a je crois 18%. 16,99%. Oui, 16,7, environ 17%. Ouais. Lorsqu'il ajoute les 8%, l'autre là c'est 8%, je crois. Oui. Donc lorsqu'il ajoute 8 à 16, 17, vous voyez un peu que ça n'atteint pas toujours les 39% que le Bazoum a eu. Et je crois qu'il vaudrait mieux, lorsque chez nous, dans notre culture, on dit que lorsque vous allez avec celui qui a la natte, vous pouvez dormir au moins à ses pieds. Et à ses pieds, c'est toujours la natte. Donc je crois que le calcul pragmatique voudrait que celui qui a 8% du suffrage s'allie avec celui qui en a 39. Ça fait déjà, les deux, ça fait déjà à peu près 50 et ça fait 47. Oui, ça fait à peu près 47%. Et je crois que c'est sans doute ce calcul-là que Séni Oumarou a fait pour apporter. Je ne crois pas que ce soit pour les beaux yeux de l'autre là. Et puis, il ne veut pas s'allier avec quelqu'un qui peut éventuellement perdre. Parce que qu'il s'allie avec celui-là et qu'il perde quand même, ça voudra dire que il est parti pour traverser un vide politique pendant je ne sais combien de temps encore. Donc je crois que
il n'y a pas de risque, il n'y a pas de grand risque à ce qu'il apporte sa voix à celui qui arrive en tête de liste. Il vaudrait mieux qu'il le fasse ainsi. Et en plus, et Claude l'a dit tout à l'heure, ils sont tous des démembrements du parti principal. C'est le moindre mal d'apporter ses voix à tel autre. De toute façon, c'est possible même que tous ces gens-là se retrouvent encore dans un gouvernement. Et c'est peut-être au bout de 4 ans que tu vas encore entendre qu'ils sont en train de se quereller parce qu'ils sont en train de se positionner face à une nouvelle échéance électorale. Donc je me dis que c'est un lieu de pure démocratie, que cela se passe ainsi, n'est pas un grand événement. Sans doute l'événement est que cela se passe dans de conditions acceptables des conditions de transparence acceptables. Il n'y a pas eu de contestation et on espère qu'il n'y aura pas de contestation lorsque finalement ils vont aller à ce deuxième tour et que les résultats seront proclamés. Alors dans ce jeu d'alliance, j'étais en train de faire les calculs. Finalement, Bazoum est parti peut-être pour si ça doit se jouer arithmétiquement, puisqu'il a le soutien de Seyni Oumarou. Il y a également les candidats Malam Alma Oumarou et Moussa Barazé, qui ont respectivement 2,47 et 2,40, mais également le soutien de celui qui est arrivé 4e, Albadé Ibouba, avec 7%. Au total, il est autour de 59%, si ça doit être arithmétique au second tour. Oui, donc si on doit faire, disons, la mathématique, donc on peut dire qu'il va passer. Mais ça ne sera pas aussi facile parce qu'il faudrait qu'il se batte sur le terrain. Et bon, vous permettrez que je fasse l'analyse aussi sur le soutien, l'appel du général. Et puis de M. Ama Amadou. Si nous prenons pour le général Dibo, donc il a été au moins constant. Parce que depuis le début, donc il n'a pas voulu même de la candidature de Bazoum. Donc il a contesté jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée, mais il a voulu pousser loin le bouchon. Il a été rappelé à l'ordre par le Conseil constitutionnel. Donc s'il ne sait pas faire, il tombera sous le coup de la loi. Donc son soutien au candidat Ousmane, donc c'est tout à fait logique parce que il ne voudra pas ravaler sa salive. Donc ça c'est un. Maintenant pour le soutien lors du premier tour, l'opposant Ama Amadou avait appelé, il avait porté son choix sur Maman disons à 48 heures du vote au Niger, parce que j'y étais, à 48 heures du vote. Le peuple nigérien attendait, disons, les consignes de vote de Ama Amadou. Donc on pensait que, en tant qu'observateur, on pensait que cela allait jouer un rôle si important. Mais si on considère les résultats du premier tour, donc c'est dire que Ama Amadou est certes aimé, certes apprécié, mais le poids électoral du monsieur aujourd'hui n'est pas assez consistant. Sinon, peut-être que c'est le candidat Ousmane qui serait premier, Bazoum en seconde position. Même si aujourd'hui, il descend sur le terrain, il fait, il harangue la foule, il fait des stratégies de report de voix. Donc ça serait un peu compliqué pour son candidat de devancer le candidat du PNDS. Donc voilà un peu le schéma, mais on ne saurait aussi sur ce plateau dire que ça serait de la pure mathématique, avec tous ces reports de voix, que le candidat Bazoum va passer sans faire des efforts sur le terrain. Vous savez, avec, disons, la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle, la campagne a commencé le même jour. Donc aujourd'hui, ils sont en pleine campagne. Mais le peuple nigérien, c'est une certaine particularité. Vous savez, avec tous les problèmes sécuritaires qu'ils ont, donc lorsque vous interrogez les Nigériens, vous verrez, vous comprendrez que la psychologie, c'est que il faudrait préserver l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est le pays. Donc, il ne faudrait pas donner le pays à des hommes politiques pour en faire ce qu'ils veulent. Donc, ils ont su, disons, inculquer cela à leurs militants ou bien à l'opinion générale, en général. Et vous savez aussi la particularité, même lors du premier tour, ce que nous avons remarqué, donc on ne dirait même pas que c'était un jour de vote. C'est vrai que la loi aussi a, je ne dirais pas désacralisé, mais la loi aussi n'a pas tellement amplifié
disons, le jour électoral. Mais Donc, ça, ils vaquaient tellement facilement à leurs occupations, ils allaient voter. Si on considère dans d'autres pays ouest-africains où le jour du vote, nos rues sont tellement désertes, on sent une certaine tension, mais les Nigériens ont démontré à l'opposition, aussi bien au parti au pouvoir, que ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est de vaquer à leurs occupations. Ouais. Et quand des opposants ou bien des hommes politiques en griffe ont voulu faire monter les enchères, c'est la même société civile qui a dit non, nous ne sommes pas dans votre jeu. L'expression de la démocratie, c'est d'aller aux urnes pour faire le choix. Allons aux urnes et laissons les populations faire ce choix. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se répéter lors de ce second tour du 21 février. Mais il va falloir que le candidat Bazoum, avec ses troupes, descende dans l'arène. Parce qu'une chose est les consignes de report de voix, mais ce ne sont pas ceux qui ont donné les consignes là qui iront voter à la place de leurs militants. Donc il va falloir également convaincre ces militants individuellement par un programme de société, par des langages assez consistants, courtois, pour que le commun des mortels se reconnaisse dans le choix. Parce que le choix se fera dans l'isoloir. Alors on le dit souvent, c'est pas le report de voix n'est pas toujours systématique. C'est pas parce que le leader, le responsable du parti l'a dit que les gens forcément vont aller dans le sens. Alors si on regarde le tableau ici, Mohamed Bazoum semble bien parti, mais est-ce qu'on a aussi en tête ce qui s'est passé en Guinée en 2018, où vous avez quelqu'un qui est arrivé second, 18%, qui a battu au second tour celui qui avait 44%. Donc, il est difficile de parier sur l'issue du second tour au Niger. Oui, bon, moi je ne trouve pas que cela soit très difficile en ce sens qu'en Afrique on est très communautariste. Lorsque ceux qui donnent des consignes de report de voix ne dorment pas sur leur laurier, mais retourne sur le terrain pour faire campagne comme il avait fait au premier tour. Parce qu'en communication, il y a un certain nombre de niveaux. Il y a un premier niveau où lorsque vous parlez, la personne est consentante, la personne est consentante, elle veut bien acheter par exemple tel produit. Mais entre consentir et se lever, pour se déterminer, se lever, ça a besoin d'une autre énergie. Je crois que l'énergie aujourd'hui qui permettra aux gens de faire leur report de voix, il faudrait que ceux qui ont fait ces reports de voix-là se donnent les moyens de déterminer les gens à se lever pour que ce report de voix-là ait lieu. Au départ, il faut peut-être une moindre énergie pour voter celui-là qu'on veut. Mais lorsque vous voulez rediriger cet intérêt de vote autrement, que vous voulez déterminer les gens à changer leur choix, je crois qu'il faut retourner sur le terrain, faire davantage de campagnes que vous l'avez fait lors du premier tour pour que ces gens-là se sentent concernés et que vous puissiez rediriger leur attention autrement. Et je crois que ça, il faut que ceux qui ont 2, quelque chose là, et puis celui qui a 8%, et là, ils se disent qu'ils doivent faire campagne. Et je crois que maintenant, si la campagne là doit réussir, il faut que celui-là qui est leur champion aujourd'hui, il faut qu'il mette du sel. Mais du sel, ça voudra dire que leur fournir des moyens de faire leur campagne. Sinon, si vous les laissez tout simplement, ils ne vont plus faire, sachant qu'ils ne seront plus ils ne sont pas présidents, et ils ne sont plus dans cette course-là comme ils devaient l'être si c'était le premier tour. Il faut maintenant que le nouveau champion leur fournisse, soit très regardant en ce qui concerne ce qu'ils vont utiliser sur le terrain comme moyen de propagande, etc. Je crois que cela doit s'organiser. C'est lorsque les gens ne se déterminent plus à aller sur le terrain pour porter la campagne sur le terrain qui fait que les gens reculent. Si cela fait ainsi, et puis il y a un autre avantage au fait que tous ces gens-là se rallient à Bazoum, parce que si jamais il ne le faisait pas, et malgré ça, Bazoum sortait, les gens, s'ils n'avaient pas fait ce travail, ils vont dire que, ils vont revenir à ce calcul, le calcul que nous sommes en train de faire en ce moment, que, tel, lui, a fait son report sur son adversaire, et l'autre aussi sur son adversaire. En principe, c'est son adversaire qui par ces calculs-là, a plus de 50%. Il vaudrait mieux que cette agrégation de voix-là soit à 59% de celui qui est déjà
en passe de remporter les élections. Sinon, s'il en est autrement et que malgré tout il passait, les gens reviennent à ce calcul-là pour dire qu'il n'avait pas l'avantage des reports de voix. Et pourquoi peut-il sortir? En ce moment-là, on va dire qu'il a peut-être fraudé, etc. Aujourd'hui, mathématiquement, il est possible que le président, celui qui est le poulain du président sortant sorte. Il vaudrait mieux qu'il en soit ainsi pour qu'il y ait moins de tension le jour de la proclamation, que ce soit par exemple le cas guinéen qui soit joué pour que les gens disent que quelque part... Donc le scénario guinéen au niveau du Niger, c'est pas très probable? Non, ce n'est pas très probable. Donc, mais cela n'est pas impossible aussi. Donc ça peut arriver. Donc c'est le peuple nigérien qui va faire le choix. Mais lorsque nous faisons les analyses situationnelles, donc le candidat Ousmane renverser la vapeur, donc ça lui sera un peu compliqué. À condition, comme le disait Chris, que ceux qui ont fait les reports de voix sur le candidat du PNDS Bazoum restent les bras croisés et n'aillent pas vers leurs électeurs, leurs militants, leur expliquer le bien fondé de ces reports de voix. Et Chris l'a également dit, vous savez, avant même que ne surviennent ces reports de voix, c'est que des négociations étaient déjà faites. Peut-être qu'ils ont déjà eu, disons, le remboursement de ce qu'ils ont dépensé pour le premier tour, et ils vont négocier également des postes de direction de responsabilité, mais ils vont négocier également les moyens pour descendre sur le terrain. Donc, lorsque tous ces moyens leur seront donnés, donc je crois que lorsqu'ils vont aller sur le terrain, ils trouveront les mots justes pour faire la part des choses entre les deux candidats et surtout justifier et motiver leurs électeurs à suivre leur consigne de vote. D'accord, voilà qui nous amène à la grande pause et on revient après le journal dans une dizaine de minutes.